En France, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes. Des milliers de personnes subissent des inondations, des feux et des périodes de sécheresse intenses. Dans Aléa, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui sont directement confrontés au dérèglement climatique. Avec ce podcast, la Massive souhaite sensibiliser le grand public aux risques engendrés par les aléas naturels. Épisode 3. Imaginez la ville de demain. Dans cet épisode, Claire, les habitants d'Elne et les agriculteurs s'unissent pour développer de nouvelles pratiques et adapter leur mode de vie afin de préserver les ressources. C'est le bruit que ça fait quand la première écorce, donc le liège, se décolle de ce qu'on peut voir là, le libère. Voilà. Espèce d'écorce qui est un peu jaune. Ouais, vas-y Mathéo, lève-le tout de suite parce que. Mais je suis pas sûr que ça va lever. Je te dis. Ça va lever, mais là, d'un seul coup, ça peut s'arrêter. Nous, on est leveur de liège, voilà, donc c'est-à-dire que avec une hache, on décortique la première écorce du liège, on la sépare du libère, donc c'est, on va dire, la deuxième écorce du liège. On l'enlève, on la livre à une entreprise particulière qui, elle, en fait des bouchons ou qui a d'autres utilités. Voilà. C'est une rentrée d'argent qui est très importante pour nous, pour survivre l'hiver quand il arrive. Voilà. Donc là, il vient de lever une plaque de liège. Donc là, ce sont des chênes lièges qui ont poussé à l'état naturel. Je suis Claude Pagnon. Il a cette particularité, ce chêne liège-là, de pouvoir subir des incendies de forêt, de pouvoir repartir juste après. C'est vraiment l'arbre qui est adapté pour ces régions. Et à la sécheresse, c'est un arbre qui est extrêmement résistant. Je suis Claire Moquier. Alors là, on est dans la montagne, au milieu des forêts de chênes-lièges. Les systèmes forestiers, c'est des systèmes qui sont très résilients. Parce que finalement, qui arrose et fertilise cette forêt qu'on a en face de nous? Absolument personne. Et pourtant, ça pousse. Et puis, ça pousse plus que bien parce que ça produit beaucoup de biomasse, et ça naturellement. La biomasse, c'est la quantité de feuillage, de branchages qui sont produits et qui vont ensuite revenir au sol et qui vont créer de l'humus, et cet humus, il va se transformer petit à petit en terre. Et aujourd'hui, la majeure partie des productions agricoles en France, elles surfent sur le fait qu'avant, il y a eu des forêts. Et ces forêts-là, elles ont créé beaucoup de fertilité dans le sol. Et aujourd'hui, en faisant que des cultures annuelles, on épuise en fait la fertilité de ces sols-là. Tout est mort. Hein. Mais c'était des arbres greffés souvent, qui ont été habitués avec une certaine taille. La plupart du temps, les arbres fruitiers que ça fait, c'est des arbres greffés. Donc on peut observer en fait à chaque fois dans les parcelles que nous avons que la plupart du temps elles sont entourées déjà par des arbres. Je suis Alric et je suis paysan dans les Pyrénées-Orientales. On a donc des noyers qui entourent aussi les cultures. Et tout ça, en fait, on s'est rendu compte avec le temps, et puis les problèmes climatiques, surtout la sécheresse qu'on a eue ces dernières années, que les plantes, elles sont beaucoup plus résistantes grâce au fait que autour, il y a des arbres. Et donc là, par exemple, sur cette parcelle-là, voilà, on a un plaque minier, on a un poirier, on a un mûrier, on a un sureau, on a un chêne-liège, un amandier, un figuier, voilà, et on a de l'acacia et du mimosa en bordure. Donc tout ça, mine de rien, c'est une sacrée biodiversité. En fait, cultiver des clairières potagères ou des clairières céréalières au milieu des forêts, c'est déjà une vraie solution aux crises climatiques. Ça va apporter de l'ombre, ça va apporter un sol vivant, un brise-vent. Je suis Véronique, la maman d'Alric et de Mathéo.
la femme de Claude, et je suis spécialisée dans le jardinage, le maraîchage. Là, j'ai planté un cerisier. Alors ici, c'est une zone très ombragée. Et là, je plante plutôt des légumes qui aiment bien l'ombre. Là, j'ai des petits pois qui se plaisent sous les arbres. Donc, je cultive à côté de la maison un potager de 300 mètres carrés environ. C'est des cultures associées. Et là, chaque année, je fais des rotations de cultures. Donc, je change les familles de légumes que j'ai cultivés d'endroit, de place, pour pas appauvrir le sol et pour que la terre soit bien vivante et bien fertile. Et j'ai réfléchi donc à cultiver des légumes qui consomment moins d'eau. J'ai mis beaucoup de fumier de brebis et j'ai paillé. Le paillage, c'est la paille de blé broyée. Et on en met une quantité, une bonne épaisseur. Et la terre en dessous, elle est superbe. Et elle est bien fraîche. Et il y a plein de lombriques. Et une terre où il y a plein de vers de terre, c'est une super terre. C'est très important que des gens normaux conduisent des expérimentations, des agriculteurs, mais aussi des particuliers chez eux, des villes aussi qui font des tas d'expérimentations de désimperméabilisation et de solutions fondées sur la nature. Je m'appelle Agnès Ducharne, je suis chercheuse au CNRS, hydrologue. Il me paraît très clair que les expérimentations, les démarches qui ont été entamées à Elne avec la transformation de parking en jardin, l'agroécologie au cœur du territoire, ça doit servir de modèle. Parce qu'il faut réussir à faire en sorte que les pluies qui tombent en un point s'infiltrent, remplissent les stocks locaux au lieu de s'écouler ailleurs, plus à l'aval, en créant des dommages. Et l'agroécologie, c'est assez important dans ce cadre. Ça peut consister donc à maintenir des sols non nus, à pailler aussi en été pour éviter trop d'évaporation des sols, à aussi bien penser certaines successions culturelles. Donc au cours d'une année, un agriculteur va planter différents types de cultures et il y a des choses à faire pour favoriser la culture de l'eau d'une certaine manière. On a pu, en pleine période de sécheresse, sur la parcelle principale, passer de 10 000 m3 d'eau par an utilisée à 6 800 m3 d'eau en 2 ans. Donc c'est un joli pari qu'on a réussi à réaliser, mais ça n'a pas été sans mal et ça a un peu prise de tête. Donc moi c'est André Trive, je suis maraîcher à Elne depuis 2017. Et donc j'avais bien compris que l'agroécologie pouvait nous permettre de faire des marges assez importantes et faire un produit de qualité. Donc en valorisant bien le produit et en baissant nos coûts de production au maximum, on se rend compte qu'en fait cette agriculture-là est hyper rentable. Et donc l'agroécologie, c'est une technique qui permet de produire en adéquation avec l'activité biologique des sols. Et donc ce qui permettait déjà dans un premier temps de réduire les intrants extérieurs, au niveau engrais, machines agricoles, utilisation du gasoil et tout ça. On s'est rendu compte que l'activité biologique d'un sol fait aussi bien le travail qu'un engrais, qu'un pesticide. C'est peut-être plus intéressant de faire bosser les vers de terre, qui ne sont pas syndiqués, qui bossent 24 heures sur 24 et qui prennent énormément plaisir à le faire d'ailleurs. Et quand il fait trop chaud, vu qu'on a beaucoup d'humus dans le sol et donc l'humus retient 10 fois son poids en eau, à la demande, la plante va pouvoir venir récupérer de l'eau dans ces zones-là. L'humus, pour faire simple, c'est la dégradation de la matière organique. Donc, grosso modo, vous avez le végétal qui va perdre son feuillage en forêt, une branche qui va tomber par terre, l'activité biologique, que ce soit champignons, vers de terre, micro-organismes aussi, et va transformer toute cette matière en matière noire. C'est un peu du sort de terreau qu'on retrouve. Voilà. Ici, en 2020 ou 2021, on a eu l'épisode Gloria. C'est un épisode climatique pluvieux. On avait eu des gros cumuls de pluie en quelques jours. Et en fait, beaucoup de parcelles étaient inondées. Certains ont sûrement perdu les cultures. Alors qu'ici, on n'a pas vu une flaque d'eau dans le jardin, quoi. Parce qu'en fait, le sol est structuré. Et on est en train de créer des sols éponges, tout simplement. Donc quand il y a des fortes
cumul de pluie, l'eau s'infiltre dans les profondeurs et vont alimenter les nappes notamment. On sait qu'à du moyen ou long terme, vu les problématiques climatiques qu'on va avoir, le modèle que j'utilise, bien entendu, que je pense qu'il va être le plus rentable. Là, on se dirige vers un nouveau jardin qui a été mis en place à la demande des habitants. C'est le jardin de l'impasse Pasteur. Et donc ce soir, les habitants ont organisé un petit apéro pour parler de l'entretien du jardin, des arrosages, de comment ils s'organisent entre eux en fait pour construire ce beau jardin. C'est un jardin qui est dans un quartier qui est à côté de la voie ferrée. C'est dans une impasse. Et donc ils sont en place. On voit les chaises sous l'arbre, l'apéro est prêt. Salut. Coucou. Une limonade de citron maison. Oh waouh. Oh. Et de citron d'ici? Oui. Ouais. Alors ça oui. C'est la classe. C'est qui le petit sac que j'ai amené? Attends, je l'ai caché à l'ombre. Fin novembre 2022, on a planté les premiers arbres sur des placettes désimperméabilisées. Désimperméabiliser un sol, c'est casser le béton pour permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol et éviter qu'elle parte à la mer. Ça permet déjà de capter le peu d'eau de pluie qu'il y a pour qu'elle reste au sol. Donc après avoir désimperméabilisé un sol, le but c'est quand même de planter. Il faut qu'il y ait des plantes dessus, donc des systèmes racinaires vivants qui vont pouvoir structurer le sol et le régénérer pour permettre de créer un cycle de l'eau à petite échelle. On appelle ça aussi des jardins de pluie. Et puis parfois on peut affecter d'autres objectifs à ces jardins de pluie. On peut affecter une fonction alimentaire, une fonction en production de biodiversité, une fonction esthétique. Et finalement, à Elne, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que la commune propose aux habitants qui le souhaitent de désimperméabiliser des petites zones devant chez eux. Et ensuite, moi, je demande aux habitants qu'est-ce qu'ils aimeraient bien faire comme type de végétalisation. Avec une machette plus fin. Ouais. Et comme ça te fait un paillage. Pour le potager, c'est idéal. D'accord, ok. Et pour les arbres. Mais je savais pas si les mauvaises herbes c'était possible. Oh, dans si, un paillage. tu les fais sécher, Je m'appelle Thierry. Et donc c'est une impasse dans laquelle nous vivons depuis plus de 14 ans à peu près. Après moi je suis vraiment c'est moi qui en fais le moins. Ingrid et Anne elles font tout. C'est vraiment elles qui bossent. Moi je suis juste pointé à côté, j'ai dit que ça m'intéressait de faire ça. Voilà. C'est tout. Ah, elle a fait venir ici. Oui, mais déjà depuis tout le temps. D'accord, ok. Et sauf qu'au lieu que ça sorte... Je m'appelle Ingrid et j'habite la maison qui est là depuis 2 ans. Et quand je suis arrivée ici là, ce beau jardin, plein de moutarde, était un parking. Caillasse, bitume. Et donc, avec les voisins présents, on a créé l'idée de faire un jardin. Et la mairie... Attends, une seconde, Christine. Et du coup... le projet a vu le jour quasiment 6 mois après l'accord de tous les voisins. C'était génial, on a quand même plein d'espoir. Voilà. Il faut qu'on y travaille tous. Parce que après, quand il y aura la pépinière, vous pourrez faire vos semis là-bas. Ça serait cool. L'arrosage sera pris en charge en fait. Vous venez juste faire vos... C'est très fédérateur. Vous voyez, il y a plein de voisins qui sont ici. Le fait d'être en groupe, c'est pas mal puisqu'il y a pas mal d'échanges et je trouve que c'est très sympathique. Donc, je suis Christine, je suis donc une riveraine de ce petit jardin. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que d'autres voisins puissent aussi venir dans le jardin et qu'on puisse planter, par exemple, des fraises pour pouvoir dire aux mamans, regarde, viens avec ton enfant, venez goûter les fraises et en profiter pour faire un petit peu jardin pédagogique. C'est intéressant. Dès l'année prochaine, ma petite fille viendra, c'est sûr. Voilà. Moi, je vais servir de la sauce. Non, mais regarde, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas la peine. C'est ça, c'est toi. Oui, je les laisse. La ville parfaite en 2050, c'est la ville jardin-forêt. Ce serait une ville qui est capable de répondre aussi bien aux enjeux sociaux qu'aux enjeux économiques et aux enjeux environnementaux. En fait, par le fait de produire notre propre alimentation et de relocaliser un circuit court avec des méthodes respectueuses du vivant,
on peut créer de la richesse et créer de l'activité économique et aussi de nouveaux métiers. Donc on peut imaginer qu'une ville idéale, c'est une ville où il y a des jardins partagés, où on a des forêts comestibles publiques, où on a une grainothèque, où on a une AMAP, ou un supermarché coopératif, une ville où on a des placettes de compostage, des jardins pédagogiques. Pour moi, c'est ça la ville de 2050. C'est la fin de cette saison d'Aléa consacrée à la sécheresse. Vous pouvez retrouver les 3 épisodes sur toutes vos plateformes d'écoute. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure manière de sensibiliser aux enjeux climatiques qui nous concernent toutes et tous. Aléa est une série Massif produite par Insider Podcast.